Anto, nous sommes dans le golfe de Naples. Toute cette partie, c'est la côte de Posillipo. C'est magnifique. Tout en haut derrière moi, c'est la chartreuse Saint-Martin. Là-bas, le Castel dell'Ovo qui embrasse le Vésuve. Et ça, c'est quoi comme barque? Ça s'appelle une lance napolitaine. Il y en a beaucoup ici. Aujourd'hui, nous l'utilisons pour faire des visites panoramiques. Et parfois, il y a même des gens qui se baignent. C'est le bateau de pêche en bois historique. Il est très solide. Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans cette nouvelle échappée belle destinée à la cuisine napolitaine. Nous sommes dans la région de la Campanie, l'une des régions les plus agricoles du sud de l'Italie. De la street food, en passant par les recettes de grand-mère jusqu'aux produits d'exception, je vais rentrer dans un univers où l'art culinaire a une place de choix, celle du cœur. Je vais aller à la rencontre de ces personnes qui font la renommée de cette gastronomie. On va aller d'abord dans les rues animées de Naples, en passant par les terres agricoles du Vésuve, et on va finir dans les îles qui sont dans la baie napolitaine. À la fin de mon voyage, comme d'habitude, c'est moi qui passe en cuisine. Mais comme on dit ici, buon appetito, bienvenuti à Napoli. Andiamo, Salvatore. En Italie, la cuisine, c'est une affaire de famille. Je te présente ma maman, ma femme. Elle prépare la recette classique du ragoût napolitain. Quelle bonne petite odeur, hein? À Naples, la pizza est reine. Ça, c'est la pizza par excellence. Une pâte moelleuse. Il n'y a pas de farine, c'est lisse et bien moelleux. Mais Chef Anto va aussi découvrir une cuisine méditerranéenne. Regardez les yeux de ce calamar. Il a les yeux de Sophia Loren quand elle avait 20 ans. Voici les cigales, celles-ci sont nettoyées. Ça, ce sont les yeux? Oui. On mange les yeux crus? Ouais. Qui puise son inspiration dans l'histoire. Ici, on est à 1166 mètres. Et regarde comme la nature est puissante. On peut dire que les Napolitains ont évolué, mais ils sont plus exigeants. Ils réclament une cuisine innovante. Dans quelques jours, nous pourrons commencer la récolte car les olives sont en train de passer du vert au noir. Et à la fin de son voyage, Bon, j'ai du pain sur la planche. Je vais faire des tagliatelles à l'huile de noix de palme, et ça va être accompagné d'un pesto à la roquette. Tenez, madame. bon appétit! Ciao Isabella. Bonjour, comment vas-tu? Merci de me recevoir au port de Naples, qui est très joli d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je serai ta guide. Comme on dit ici, voir Naples et mourir. La mer fait partie de notre quotidien. Quand on pète les plombs, on vient ici, même en hiver. On plonge et tout va mieux. Qui mieux que toi, chef, peut déguster les spécialités napolitaines? Je suis sûre qu'on va bien manger. Toi, tu es napolitaine? Tu es née ici? Oui, je suis une vraie napolitaine. Et dans mes veines coule le sang bleu des natifs. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Naples, pour moi, c'est la pureté, l'amour, les couleurs et la joie. Quand je sors de chez moi le matin, ce sont des odeurs et des parfums. La vie est belle. Paix, santé, amour, bonheur, chance et argent. Mais pourquoi vous faites ça? C'est une tradition du XVIIIe siècle. Elle éloigne le mauvais œil et ça plaît aux touristes. Je vous donne la clé de San Gennaro qui vous protège et le numéro du prochain tirage du loto. San Gennaro, c'est notre saint patron. Ah, je vais gagner au loto. Loto, loto. Loto.
Ciao, 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 grazie. J'ai des souvenirs d'enfance dans cette galerie. Mes parents m'emmenaient ici et je me croyais au parc d'attractions. Avec mon frère, on était petits et on jouait à cache-cache dans les boutiques. Maintenant, tu vas goûter un classique de la cuisine de rue napolitaine. La friture, c'est une institution ici. C'est énorme. Ça, c'est une croquette de pommes de terre. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est? De la pâte crue et frite. C'est délicieux. Et bourratique aussi. Ça, j'aime bien, mais est-ce qu'on peut maintenant découvrir la pizza napolitaine? Bien sûr, on appelle ça une margarita. Elle est incontournable ici. Je vais te la faire goûter dans sa version en portefeuille. Avant, pour te faire digérer un peu, je vais te faire boire quelque chose d'extraordinaire. Dans ce kiosque à eau fraîche, un acqua frescaio, qui date de 1836, on sert l'une des boissons les plus typiques de Naples. Salut! Tu peux nous faire 2 limonades à cuisse ouverte? Tout de suite. Pourquoi cuisse ouverte? Si je te le dis, il n'y a plus de surprise. Du citron, de l'eau très gazeuse et pour finir, du bicarbonate. Moi, je comprends pourquoi on dit à cuisse ouverte, parce que... Touka, touka, touka. Excusez-moi, c'est possible d'avoir une pizza portefeuille? On met quoi comme ingrédient? De la tomate, de la mozzarella, un filet d'huile d'olive et un peu de basilic. Grazie. Bon appétit! Merci. Très bon. En fait, la pizza portefeuille, elle est juste pliée en 4. Autrefois, il la faisait dans la rue avec un petit four qu'il transportait sur l'épaule et la vendait comme ça. Le but, c'était de la rendre plus pratique, quoi. Regarde ce spectacle. C'est quoi le nom de cet endroit? C'est la place du plébiscite, l'une des plus connues car elle est devant le Palais Royal. On s'assoit? Comment tu as atterri dans l'univers de la pizza? J'ai toujours travaillé dans des pizzerias très réputées ici. Et puis il y a 4 ans, un entrepreneur m'a proposé de lancer mon projet de pizza en friture. Mais je n'avais pas d'argent. Mon père est chauffeur de taxi et ma mère, femme au foyer. Alors grâce à lui, j'ai pu me lancer. C'est une réussite, mais ça n'a pas été facile au départ. Habituellement, les pizzerias se transmettent de génération en génération. Et la pizza frite a toujours été le parent pauvre de la margherita. Alors qu'aujourd'hui, grâce à nous et notre projet, la pizza frite a du succès. L'univers de la pizza, c'est plutôt un univers masculin. Tu n'as pas eu peur de pouvoir travailler là-dedans, surtout que les Italiens sont réputés d'être machos. C'est parce qu'ils ne me connaissaient pas encore. Aujourd'hui, c'est eux qui ont peur. Parce qu'avec ma pizza, j'ai gagné de nombreux prix importants. Il n'y a presque que des femmes dans ma pizzeria, car ce sont mes amis qui m'ont aidé à la créer. Je me sens bien aussi avec les hommes, mais les femmes ont toujours un coup d'avance. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Entrez, je vous prie. C'est comme ça tous les jours, du lundi au dimanche. On sert environ 1000 pizzas par jour. Il est à peine midi, mais c'est déjà l'affluence chez Sorbillo, l'une des plus célèbres pizzerias de Naples, parmi les 8000 que compte la ville. On nous a dit que c'était le meilleur endroit pour manger une pizza et boire un verre de vin. Alors on s'est dit pourquoi pas. On m'avait prévenu qu'il y aurait de la queue, donc je suis arrivé en avance pour ne pas trop attendre. Cette pizzeria est une institution quasi centenaire. On vient y déguster la vraie pizza napolitaine, reconnaissable à sa pâte moelleuse et à sa croûte bien épaisse. Et c'est Gino Sorbillo, le petit-fils du fondateur, qui garantit le respect de la recette. Je ne suis que l'un des nombreux pizzaiolos napolitains qui, depuis 300 ans, exercent ce travail avec passion, comme une mission de vie. Pour moi, c'est très important de faire vivre ce produit. Je fais toujours de mon mieux pour respecter la recette traditionnelle. Parce que manger une pizza, ce doit être comme déguster un morceau de la ville de Naples. De la tomate, du basilic et un peu de mozzarella. Ces trois ingrédients, aux couleurs du drapeau italien, sont la base de la fameuse margherita, la mère de toutes les pizzas. Elle a été inventée en hommage à la reine Marguerite au XVIIIe siècle. Et c'est grâce à cette recette que Naples est aujourd'hui reconnue comme le berceau de la pizza et attire des touristes du monde entier. Fiers de cet héritage culinaire, plusieurs pizzaiolos ont créé l'association de défense de la pizza napolitaine, dont Paolo Surace est un membre actif. Regardez, vous êtes prêts? Il met désormais toute son agilité à promouvoir cette pizza pas comme les autres. Ça, c'est la pizza par excellence. Car une vraie napolitaine répond à des critères ultra stricts. Une pâte moelleuse, la bordure croustillante sur 1 cm d'épaisseur. La croûte n'est pas noircie. Une vraie pizza napolitaine a toujours cette couleur dorée. Il n'y a pas de farine, c'est lisse et bien moelleux. En 2004, l'association a obtenu la création de ce label pour distinguer les restaurants respectant les sacro-saintes règles de la pizza. Ils ont également fondé la première école délivrant le diplôme de pizza napolitaine. Bonjour à tous, bienvenue. C'est le jour du test, alors bonne chance à tous. Aujourd'hui, Paolo va faire passer un premier examen à une dizaine de stagiaires venus des 4 coins du monde, dont Léo, un Français. Il y a un peu de stress parce que on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de gestes. Tout se joue en 60 secondes de cuisson, 30 secondes de préparation, donc la moindre petite erreur peut être fatale. Ouais. C'est la différence entre une pizza de base et une grande pizza. Ne tremble pas, détends-toi. Le moindre geste est scruté de près par le jury composé de grands maîtres pizzaiolos. De la texture de la pâte à la qualité de la cuisson, rien n'est laissé au hasard. Ces stages sont très importants. Ils sont même fondamentaux. Que l'on soit italien, japonais, américain ou espagnol, nous parlons tous la langue de la pizza. Nous transmettons notre passion à ces jeunes, venus d'autres pays. Et plus tard, ils pourront enseigner à leur tour. C'est comme ça qu'on perpétue la tradition et qu'on transmet notre savoir. Léo, ta pâte est bonne, bien équilibrée et légère. Mais fais attention à la cuisson. Tu n'as pas besoin de déplacer la pizza dans le four. Il faut la mettre directement au bon endroit. Mais c'est bien, bravo.
De pouvoir passer devant les pointes du métier, c'était une belle reconnaissance. Il faut savoir que dans la tradition, tu livrais d'abord les pizzas avant quelques années, ensuite tu gérais le four parce que c'est un métier à part, et ensuite peut-être un jour tu pouvais passer pizzaiolo. Donc, pour le moment, je suis aspirant pizzaiolo. Leo Keller. Ce diplôme n'est qu'une première étape, car il leur faudra encore de longues années de pratique avant de prétendre faire une vraie pizza napolitaine, le Saint Graal pour les pizzaiolos du monde entier. Bonjour Pasquale. Isabella. Come stai? Ça va? Très bien. Comme tu le vois, on s'apprête à partir pour une foire de vin et de gastronomie qui évoque tous les produits italiens typiques. On s'apprête à faire nos bagages pour Merano. Donc vous vendez des tomates? Oui, je représente la 4e génération d'agriculteurs. Mon arrière-grand-père est arrivé ici, mon grand-père y est né, mon père aussi, puis moi. C'est une tradition qui perdure, comme celle du pienolo du Vésuve, qu'on se transmet entre générations. On peut en goûter une? Oui, bien sûr. Anto, regarde, elle a déjà une belle couleur. Regarde, sens-la. Tu vois la fragrance, l'odeur, comme c'est intense? C'est la minéralité du Vésuve qui ressort. C'est incroyable, non? On sent vraiment une saveur qui explose dans le nez. C'est la première fois que je goûte une tomate pareille parce qu'elle est très goûtue et la peau est beaucoup plus épaisse. Donc c'est vraiment une tomate particulière. Premièrement, c'est la seule tomate au monde qui se conserve jusqu'à 1 an après la récolte. La seconde caractéristique, c'est la saveur, qui est douce, mais avec un arrière-goût amer, vraiment dû à la richesse du Vésuve en minéraux. C'est ça qui donne ce goût à la tomate. C'est la seule tomate au monde qui a cette forme prononcée parce qu'elle est cultivée dans un environnement pauvre en eau. La seule eau dont elle dispose, c'est la pluie, ou bien la rosée du matin qui descend le long de la tomate. Jusqu'à avoir créé au long des siècles cette forme de goutte qui tombait sur les racines de la plante. C'est la seule tomate au monde qui a cette forme. C'est votre maman qui fait les grappes? Oui, tout à fait. Allons la voir. Buongiorno. Bonjour. Anto, assieds-toi là. Regarde un peu comment se font les pienoli. Tu prends des petites grappes que tu entortilles autour d'un fil de chanvre jusqu'à former cette unique grande grappe. Je regarde comment la maman a fait parce qu'elle, ça a une jolie forme et moi, ça va un peu dans tous les sens. Comment faites-vous pour faire des grappes si belles? On fait tourner doucement avec de la patience. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis toute petite. Et je continue encore à 82 ans. Incroyable. Et c'est une tradition qui perdure. Anto, on va faire un truc. Ce pienolo, c'est toi qui l'as fait. Alors prends-le et amène-le dans la cuisine. Ah, c'est gentil. Grazie mille. Merci Pasquale. Merci madame. Que la Madone vous accompagne. Toujours. I was born in Napoli, Borgo Santa Lucia. Con Vesuvio every day in front of me. But one day I decided to help mamma mia. I love Napoli, but sincerely alto vi te lo lascio partire. J'habite dans ce quartier de la Sanità et le matin, quand je sors de la maison, il y a les odeurs de café, de ragoût napolitain qui mijotent.
Pour moi, chaque jour est une fête. C'est un quartier très vivant, avec tous ces petits commerces qui font vivre de nombreuses familles. Ici, c'est le cœur battant de la Sanità. En tout cas, pour de l'animation, il y a de l'animation. Nous arrivons au Palais de l'Espagnol, qui est l'un des palais historiques les plus majestueux de tout Naples. C'est encore plus incroyable parce que la rue est vraiment commerçante et animée. On n'imagine pas que dans un petit coin comme ça, on peut trouver un aussi beau joyau. On arrive à ma pizzeria où on va faire des pizzas ensemble. Tu vas découvrir ma recette. En fait, ton restaurant porte ton propre nom. Oui, absolument. Parfait. Allez, un peu de farine. Tu mets la mozzarella fumée. Ok. Allez. Bien au centre. Abondant. Napolitain. Ah. Ah oui. La tomate. Une cuillère. Allez, Naples. Napoli, hein. C'est bon. Du poivre. Ok. Ah, napolitain. Du basilic. On couvre. Les napolitains, je pense qu'ils ont des origines africaines, hein, parce que nous aussi, on met beaucoup. Bravo. On met dans l'huile. Allez. Ok. C'est vraiment un coup de main parce qu'il faut vraiment... Tu essayes? J'ai peur de me brûler. Danger. Parfait. Tu es une pizzaiola napolitaine. Basta, è finita. Ça va être ma première pizza fritta. Ah. La pizza frite, ça se mange avec les mains. On plonge à l'intérieur. C'est excellent. C'est croustillant, c'est fondant. Le basilic parfume très bien. En fait, on a revisité la pizza frite. La recette originale, c'est seulement de la ricotta et du poivre. Les femmes les faisaient à la porte de leur maison. Elles mettaient des marmites pleines d'huile et elles façonnaient les pizzas frites. En fait, cette recette est née après la guerre. C'était un moyen pour les femmes de ramener un peu d'argent à la maison. C'est très bon. On en prend? Ouais, mets-nous des petits calamars. Une demi-livre? Oui, vas-y. C'est 20 € pour les grands, ça te va? Tu prends des crevettes aussi? Elles sont naturelles, sans traitement. C'est du poisson extra frais. On peut même le manger cru. Naples est une ville tournée vers la mer. Et le poisson a toujours occupé une large place dans la gastronomie locale.
Regardez la couleur des branchies. C'est rouge, ce n'est pas rose. Ça veut dire que c'est extra frais. Et c'est du poisson sauvage qui n'a subi aucun traitement. Ici, on propose du poisson de premier choix dès qu'on revient au port. Et on réserve ce poisson à nos clients les plus fidèles. Ensuite, le reste de la pêche sera vendu sur les marchés de la ville ou bien au restaurant. Pour s'approvisionner en poisson frais, les Napolitains ont l'embarras du choix. Il existe plusieurs marchés en ville, dont le plus ancien est celui de la Porta Nolana. Chaque matin depuis le XVIe siècle, les poissonniers sortent leurs étals dans les ruelles de ce quartier populaire. Le marché aux poissons existe depuis très longtemps. À l'époque, le port de pêche était juste au bout de la rue. Donc les pêcheurs n'avaient qu'à débarquer le poisson et il était vendu sur place dans le quartier. Moi, j'ai 72 ans. Et ça fait 4 générations qu'on a la poissonnerie dans la famille. Ça a commencé avec mon grand-père et j'ai commencé à travailler à 12 ans. La baie de Naples, c'est un endroit où on pêche énormément. Sur la côte, il y a plein de petits ports de pêche, alors on a la chance d'avoir beaucoup de poissons. Avant, j'habitais dans le quartier et je reviens encore faire mon marché ici, car l'endroit me plaît beaucoup. Mais parmi les centaines de poissonniers napolitains, il en est un qui sort vraiment du lot. Il s'agit de Pepe di Napoli. Ça, c'est un poisson que vous ne verrez que 2 mois par an. Il est plein d'oméga 3 et de vitamines. Les anchois de Naples, regardez-moi ça. Les gars, à Naples, tu trouves des poissons de toutes les qualités. Ce commerçant a misé sur son bagou pour appâter le chaland. Et voici le smartphone de dernière génération. Jusqu'à devenir une célébrité locale. Mare, profumo di mare. Regardez les yeux de ce calamar. Il a les yeux de Sophia Loren quand elle avait 20 ans. Ça fait 20 ans que je viens là. Et c'est une personne exquise, lui et toute son équipe. Il distribue de l'amour autour de lui. Ça dépasse le cadre du travail. Il est génial. Sa popularité dépasse même largement les frontières de son quartier. Depuis qu'il s'est investi dans les réseaux sociaux, où ils sont près d'1 million d'abonnés à suivre ses vidéos. Ce succès lui a permis d'ouvrir son propre restaurant, où il propose les recettes de poissons les plus populaires de Naples. Les fruits de mer, c'est la base de la cuisine napolitaine. Et cette recette, les spaghettis à la vongole, c'était le plat du pauvre avant. On fait cuire les spaghettis 2 minutes pour qu'ils restent al dente. Et quand on les remue comme ça, les pâtes s'imprègnent de tout le jus. Regarde. On les enroule et on les dépose ici. Et voilà le chef-d'œuvre. Quand on est napolitain, la mer, c'est toute notre vie. Tu vas à la plage et tu peux facilement attraper l'équivalent de 30 € de poisson et nourrir ta famille, sans rien débourser. Donc pour nous, le poisson, c'est très important. Les produits de la mer sont non seulement savoureux, ils ont aussi l'avantage d'être accessibles à tous. C'est ce qui fait de la baie de Naples le garde-manger préféré des Napolitains. Buongiorno Massimo. Bonjour Anto, comment vas-tu? Tutto bene. Bienvenue. Ici, c'est le domaine Setaro. Setaro, c'est mon nom. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir sa vigne juste devant sa maison. Et quel type de vin tu fais ici? Ici, nous faisons du rouge et du blanc, Lacrymo Christi, ce fameux vin légendaire apprécié ici depuis les Romains.
Je vois que les vendanges sont finies, mais il reste encore quelques grappes. Pourquoi les avez pas enlevées? Ces grappes ne sont pas récoltées parce qu'elles ne sont pas bonnes pour faire du vin. Regarde, elles ne poussent pas sur le rameau principal, mais sur le rameau secondaire. Elles n'auront jamais les caractéristiques pour faire du vin. D'accord. Ah ça, j'en avais jamais entendu parler. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces grappes alors? Nous avons les recettes de nos grands-mères qui les utilisaient pour faire une confiture très très bonne. On a le Vésuve pas loin, donc c'est vraiment une terre volcanique. Et c'est quoi la particularité d'une vigne qui pousse sur un sol volcanique? Le volcan, c'est une terre unique, comme tous les volcans du monde. Et donc une terre très très fertile, très minérale. Je peux goûter? Bien sûr. Très acidulé. Allez, je te propose d'aller en cuisine. Tu vas découvrir un plat typique de la tradition napolitaine. Ah, ça y est, ça me fait pleurer. Ça suffit ou j'en coupe encore? Coupe-en encore. Ça ne te fait pas pleurer, les oignons? Moi, non. Nous y voici, Anto. C'est notre cuisine. Bonjour. Je te présente ma maman, ma femme. Elle prépare la recette classique du ragoût napolitain. Ça te dit de cuisiner avec nous? Oui, bien sûr. En plus, la cuisine, c'est mon endroit préféré. Allez, on se voit plus tard pour goûter le plat tous ensemble. Alors, je mets la casserole sur le feu. Et nous, on prépare la viande. Voilà les tranches, on les ouvre, on y met un peu d'ail en morceaux. Le persil, le sel, de poivre et le parmesan. Le fromage. D'accord. Ah, et après, on roule. Tu veux en faire une? Oui, je veux bien en faire. Voyons si tu as bien appris. Ail, le parmesan. Après, on roule. On entend parler de cuisine napolitaine, on pense souvent aux pâtes et aux pizzas, et là, c'est complètement différent. Oui, et ça, c'est le ragoût que nous faisons le dimanche. Anto, viens voir, je vais mettre le lard dans la casserole. Oui. Ça commence à sentir bon. Oui, tu sens ce parfum. Et on met les morceaux gros comme ça. Moi, je les aurais coupés encore un peu. Non, il faut qu'ils soient aussi grands. La viande, c'est de cette manière. Mémé, tu peux apporter la sauce tomate? Et on rajoute pas d'eau ou quelque chose? On laisse comme ça? Si, on rajoute le vin rouge et on laisse cuire longtemps. Les pâtes ne sont jamais bien loin, en fait. Ah non, on mange des pâtes tous les jours. On ne pourrait pas vivre sans les pâtes. Alors regarde, ça ne faisait qu'une seule tige. Ça a séché sur un étendage. Bon, on discute, mais il ne faut pas qu'on oublie la casserole, pas que ça brûle. Vediamo come sta. Quelle bonne petite odeur, hein? Ça sent très bon. Et là, on laisse mijoter combien de temps? Mémé va le laisser cuire pendant 8 heures. En fait, c'est le genre de plat que les gens préparaient très tôt le matin. Ils allaient travailler et puis quand ils rentraient le soir, c'était prêt. En tout cas, merci pour ce moment de partage. Ça me rappelait plein de beaux souvenirs. Et je vous dis à tout à l'heure, mais j'ai hâte déjà de goûter. Ciao. Ciao. C'est dur, oui, c'est dur. C'est très pentu. Après les vignes, je t'emmène tout en haut du Vésuve. Ça te dit? Bien sûr. Et là, c'est Naples qu'on voit? Oui, c'est la ville de Naples. Là, par contre, au fond, c'est le vallon de l'enfer. Ce que tu vois, c'est une coulée de lave qui est descendue et s'est refroidie. Ici, on est à 1166 mètres. Et regarde comme la nature est puissante. C'est la bouche principale d'où partent les éruptions. Regarde toutes ces matières, ces couleurs. Et chaque strate représente une éruption. Rassure-moi, le volcan, il est éteint. Non, il n'est pas éteint. Il est en sommeil. En fait, depuis 1944, il n'y a pas eu d'éruption. Mais il y a une activité magmatique au fond du puits.
C'est impressionnant, c'est vraiment comme une grande bouche ouverte. Dans le monde entier, on entend parler du Vésuve, mais pour toi, c'est bien plus qu'un site touristique. Le Vésuve, c'est mon berceau, ma patrie, ma terre, tout quoi. Moi, je suis né juste là, et ma chambre était tournée vers le Vésuve. C'était la première chose que je voyais le matin, et le soir, mon dernier regard était pour le Vésuve. C'est un rapport très intime, une attraction magnétique. D'ici, si on a de la chance, on peut voir des fumerolles. Tiens, tu vois là-bas? Ah oui, on voit de la fumée. C'est encore chaud? Absolument, oui. Ça y est, nous y voilà. Les travailleurs, c'est prêt pour vous. Installez-vous, je vous en prie. Tu te souviens qu'on a cuisiné cette viande? Eh bien, c'est prêt. Ça, c'est celle que tu as faite, que tu as enroulée. Ici, on mange toujours les pâtes et la viande séparées. Oui, on mange la viande en plat. Les pâtes, c'est notre entrée. Les paysans faisaient comme ça. Ils cuisinaient tout ensemble et ils en faisaient une entrée et un plat. Et comment on dit en Italie? Salute. En apparence, le Vésuve a l'air calme et assoupi. Pourtant, il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du monde. Les ruines de Pompéi rappellent à tous que les colères du volcan peuvent être d'une violence extrême. Cette ville antique de 20 000 habitants s'est retrouvée rayée de la carte en l'espace d'une seule journée. Pompéi a été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ par une tribu locale. À l'époque, les gens ne savaient pas qu'ils s'installaient au pied d'un volcan. Pour eux, c'était une montagne sacrée, car la terre y était très fertile. À cette époque, le volcan était endormi depuis plusieurs siècles, donc l'éruption a pris les habitants par surprise. Le 24 octobre de l'an 79, le Vésuve ne laisse aucune chance aux habitants. En quelques heures, un déluge de pierres volcaniques s'abat sur la ville et la recouvre sur 3 mètres d'épaisseur. Puis des nuées ardentes déferlent à plus de 100 km/h. On se trouve dans une des villas les plus luxueuses de Pompéi. Comme on peut voir, elle est parfaitement conservée grâce à la manière dont s'est déroulée l'éruption. Paradoxalement, ce qui a détruit la cité l'a aussi conservée, car la matière volcanique, qui a tout enseveli, a permis de protéger les bâtiments. Et les peintures et les fresques sont parfaitement conservées. Les corps pétrifiés des victimes sont uniques, parce que nous voyons les derniers instants de leur vie. C'est un témoignage très émouvant de la tragédie qui s'est déroulée ici. Après l'éruption de 79, cette zone a été abandonnée pendant très longtemps. Mais peu à peu, les gens sont revenus s'installer ici. Nous sommes conscients d'habiter au pied d'un volcan actif, mais aujourd'hui, c'est très surveillé. Et puis, avec les nouvelles technologies, je pense qu'on serait prévenu à temps et qu'on pourrait s'en aller. Il est vrai qu'en 2000 ans, les connaissances scientifiques ont sacrément progressé. Aujourd'hui, la zone est surveillée de près par l'Observatoire volcanologique du Vésuve. C'est l'un des observatoires les plus en pointe en Europe. Bonjour messieurs. La nuit s'est bien passée? Ces événements, ça provient du Vésuve? Vous avez vérifié la magnitude pour celui-là? Dans la salle de contrôle, 2 techniciens sont présents 24 heures sur 24. Ils analysent en direct les données transmises par les centaines de capteurs sismiques. Car le Vésuve n'est pas le seul volcan actif dans la région de Naples. Les volcans d'Ischia et des Champs Phlégréens menacent également la population.
Ces trois volcans produisent des éruptions souvent explosives et très intenses. Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'une reprise imminente de l'activité pour le Vésuve et Ischia. Par contre, les champs flégréens sont placés en alerte jaune. Nous sommes certains qu'une éruption aura lieu, mais la seule manière de savoir quand elle se produira, c'est de continuer à surveiller la dynamique du volcan. À proximité de Naples, les champs flégréens sont une vaste zone parsemée de nombreux cratères où vivent 350 000 personnes. L'activité volcanique y est intense et son cratère principal est même interdit d'accès. Depuis que 3 personnes y ont perdu la vie en 2017, asphyxiées par ces fumerolles. C'est cette zone qui inquiète le plus les volcanologues. À l'intérieur même de la caldeira des champs flégréens, il y a plusieurs villes. Et il est possible qu'une bouche éruptive s'ouvre à n'importe quel endroit. Cela représente un grand danger. Ça ne veut pas dire que les hommes sont fous de s'installer dans des endroits aussi dangereux. Cela peut se comprendre, car entre chaque éruption, les volcans connaissent de longues périodes d'inactivité, pendant lesquelles la vie de l'être humain est possible. Vivre sur un volcan n'a pas que des inconvénients, car cet endroit unique au monde réserve aussi de belles surprises. Tiens, attrape les bouteilles s'il te plaît. On va pouvoir y aller. Ce club de plongée propose une visite hors du commun à la découverte d'une ancienne cité romaine enfouie sous les flots. On se dirige vers les thermes de Lacus. C'est l'un des 8 sites du parc archéologique sous-marin de Baia. Dans cette zone volcanique, il existe un phénomène qu'on appelle le bradicéisme. Le niveau de la terre est descendu lentement et cela a modifié l'emplacement de la côte. À l'époque romaine, la mer était située à 400 mètres plus loin que la côte actuelle. C'est bon, tout est en place. Sous l'effet du bradicéisme, le sol s'est lentement enfoncé et l'ancienne cité balnéaire de Baia s'est retrouvée peu à peu engloutie. Les archéologues ont découvert les vestiges de ces anciens thermes et leurs magnifiques mosaïques gisant par 5 mètres de fond. Ce site a la particularité d'avoir des mosaïques colorées qui sont vraiment exceptionnelles, uniques au monde. À chaque visite, c'est une émotion nouvelle que te procure cet endroit. Après chaque passage, les plongeurs recouvrent de sable les mosaïques afin de les protéger. Les Napolitains savent bien qu'ils vivent dans une zone volcanique dangereuse. Mais pour profiter de ces merveilles, ils sont prêts à courir le risque. Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à Procida. Merci. C'est très joli par ici. Oui, c'est magnifique. Tu habites entre ici et Naples? Oui, je suis née à Procida. J'habite à Naples, mais j'ai une maison juste au-dessus du bar. Ah, juste là? Oui, mon balcon donne sur la place. Ah, ça n'a pas de prix, parce qu'une vue comme ça sur la mer avec le soleil, oui, j'adore.
Bonjour. Le café? Pour elle. Et les langues qui sont une douceur de l'île. Grazie. J'ai pas l'habitude de boire le café aussi serré. Hein. Là, c'est fort, hein? Il est très serré. Ah oui, ça c'est vraiment... on va faire passer tout ça avec la langue. C'est très bon, oui. C'est croustillant, c'est pas trop sucré, mais il y a une petite crème légèrement vanillée à l'intérieur. Et c'est très très bon. Ici, on est près du port, donc je suppose que dans la cuisine, c'est beaucoup les produits de la mer qui sont utilisés. Sous le banc. Oui, sur les étals des pêcheurs, on trouve par exemple les cigales de mer, qui sont délicieuses. Je connais pas du tout. À quoi ça ressemble? Eh bien justement, on va aller goûter les cigales de mer attrapées par Maria, la seule femme qui pêche sur l'île. Je serais ravie de rencontrer Maria, déjà parce que c'est une femme qui pêche, mais surtout pour goûter la cigale. Qu'est-ce que cette île représente pour vous? Pour nous, elle représente tout. Je suis une fille de marin et je ressens fortement l'importance de la mer. La vie des gens de l'île est très liée au risque de la mer. Nous attendons toujours le retour du père, le retour du fils ou du mari. Et nous sommes reconnaissants à cette mer qui nous permet de revenir sur l'île. C'est un lien incroyable qu'il est difficile d'expliquer à ceux qui vivent sur le continent. Voici le port de la Coricella, un de mes endroits préférés pour venir au restaurant et passer un moment tranquille. Salut Maria. Comment vas-tu? Ça va. Quelle belle pêche! Les petits thons sont merveilleux. Voilà la pêche du jour. C'est vous la pêcheuse? Oui. La seule femme pêcheuse de Procida? Oui, l'unique. Mon père était pêcheur et ça me plaisait tellement que j'ai pris la suite. Ça fait 50 ans que je fais ce métier. C'est très fatigant à cause de la mer, des conditions météo. Mais quand je suis au milieu de l'eau, j'oublie tout. C'est joli. Oui. Je vais vous aider. Je vais vous porter ça. Oui. Raffaella m'a parlé de cigales de la mer, mais j'en vois pas ici. Non, nous allons aller à mon restaurant et je vais vous montrer les cigales et je vais vous montrer comment les cuisiner. Voici les cigales, celles-ci sont nettoyées. On va les faire crues. Ça, ce sont les yeux? Oui. On mange les yeux crus? Ça a l'air simple quand vous faites, mais c'est pas si simple que ça. Alors, les cigales, comment ça se mange? Je mets tout dans la bouche? Tu dois croquer les yeux? Non, tout dans la bouche. Ça ressemble à la langoustine, mais c'est encore plus soyeux. Oui, c'est très doux. Et ça fond dans la bouche. C'est très bon. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de monde tous les jours apprécier le fruit de votre travail? Eh bien, je suis satisfaite de mon travail, de ma cuisine, comme de la pêche.
Et aussi du résultat obtenu. Ah bah oui, c'est sûr. Tous les compliments que les gens font sont une récompense pour tout le travail accompli. En fait, vous n'êtes pas prête de prendre votre retraite. Oh, j'ai 67 ans, j'ai encore le temps. Pour l'instant, je vais bien. Alors tant que j'y arrive, je continue. Les femmes de Procida sont comme ça. C'est une démonstration supplémentaire de la façon dont les femmes sont actives et s'impliquent toujours. L'âge ne nous arrête pas. Je trouve ça très courageux, bravo. Merci. Waouh, c'est beau, hein? En plus, ce festival de couleurs. Les couleurs vives sont assez récentes. Avant, les maisons étaient repeintes fréquemment avec de la chaux. Les couleurs étaient sûrement moins fortes. Elles ne sont pas nées comme ça, mais les structures et l'architecture méditerranéenne des maisons ont été conservées. C'est quoi l'histoire de l'île de Procida? Le village d'origine était construit ici, sur la hauteur. Ensuite, les fortifications sont apparues pour se protéger des attaques de pirates. À partir du XVIe siècle, petit à petit, moins menacés par les attaques, les habitants se sont éloignés des hauteurs et se sont installés sur le reste de l'île. Merci Raffaella de m'avoir fait découvrir ce petit bijou napolitain. Merci à toi. Tu seras toujours la bienvenue. J'espère que tu reviendras bientôt. Avec plaisir. Procida n'est pas la seule île de la baie de Naples. À quelques kilomètres se trouve sa grande sœur, Ischia. Cette île volcanique est la plus grande et la plus peuplée, avec 60 000 habitants. Contrairement aux autres îles, sur Ischia, la population a tourné le dos à la mer pour se consacrer au travail de la terre et notamment à la viticulture. Ici, pour tailler la vigne ou entretenir la terre, tout doit se faire à la main. Les tracteurs ne peuvent pas accéder ici. C'est une agriculture héroïque, comme on dit ici. En dehors du tourisme, la viticulture est la principale activité sur l'île d'Ischia. Cela fait près de 3000 ans qu'on exploite cette terre volcanique dont la fertilité ne s'est jamais démentie. Comment ça va? Tout va bien? Super. Merci. Ce type de raisin s'appelle le Biancolella. On ne le trouve que sur l'île d'Ischia et dans la région de Campanie. Cette variété remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les Grecs qui les ont apportés sur l'île. C'était la première colonie qu'ils ont fondée et ils ont découvert que cette terre était idéale pour cultiver la vigne. Le raisin est vinifié sur l'île, dans la cave du domaine. Et c'est le père de Marina qui supervise les opérations, comme le faisait également son père avant lui. C'est le travail de la terre qui a toujours nourri cette famille. Cette île est plus une île de paysans que de pêcheurs, car Ischia est une grande île, avec des montagnes et une grande superficie agricole. On le retrouve d'ailleurs dans la cuisine. Nous avons beaucoup de plats à base de viande, mais très peu à base de poisson.
En effet, la gastronomie locale fait la part belle au gibier qui pullule dans les forêts de l'île. Et pour compléter leur alimentation, les habitants ont misé sur l'élevage des lapins, comme Giovanni et son fils Michele. Là, c'est du genêt qu'on coupe pour donner aux lapins. C'est bon pour la reproduction. Et les lapins sont très friands de cette plante. Les habitants d'Ischia ont inventé une technique d'élevage traditionnelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On les appelle les lapins de fosse. Les lapins de fosse sont élevés ainsi depuis des siècles sur l'île. C'était le seul type d'élevage qui existait, car les gens n'avaient pas beaucoup de surface. Alors ils creusaient une fosse dans leur jardin et les lapins grandissaient là-dedans. Depuis cette fosse, les lapins creusent eux-mêmes des tunnels, dont les plus grands peuvent faire jusqu'à 100 mètres de long. Ils vivent ainsi quasiment comme à l'état sauvage. Avec un système de trappe, l'éleveur peut fermer l'accès au tunnel et attraper plus facilement les lapins. Ce type d'élevage dans une fosse permet d'obtenir une viande très musclée, car les lapins passent leur temps à creuser, à se déplacer. C'est très différent d'un clapier, où ils sont tous entassés au même endroit. C'est ça qui donne son très bon goût à la viande. Tu veux descendre? Vas-y, ma belle. Le lapin à la mode d'Ischia est une recette réputée dans toute l'Italie. Et les restaurants de l'île s'en sont fait une spécialité. Dans sa cuisine, le jeune chef Leonardo respecte à la lettre la recette traditionnelle. C'est une recette qu'on se transmet dans ma famille. Mon grand-père la faisait, mon père aussi. C'est une recette très ancienne. Cette manière de cuisiner, c'est vraiment typique d'Ischia. Il faut saisir les morceaux dans l'huile d'olive. Ensuite, on met de l'ail, puis on ajoute de l'oignon. Et quand l'oignon est bien doré, on ajoute un verre de vin blanc. Du basilic et des petites tomates. C'est vraiment le repas du dimanche. Sur l'île, dans toutes les familles, on mange du lapin le dimanche midi. L'île d'Ischia a toujours été généreuse envers ses habitants. Et depuis les entrailles de sa roche volcanique, elle fait jaillir une eau thermale dont les vertus bienfaisantes sont connues depuis l'Antiquité. Auguste, Tibère, Néron ou encore Cicéron, tous ces grands noms de l'Antiquité romaine ont fréquenté ces thermes. On le sait car c'est attesté par les archives. Ici, nous avons l'eau qui arrive directement de la source principale. Elle ressort à environ 40 degrés. C'est une eau idéale pour traiter les douleurs articulaires, car elle a des vertus anti-inflammatoires. On dénombre ainsi une centaine de sources thermales sur Ischia. De quoi renforcer le mythe, bien ancré chez les habitants, que cette île est tout simplement bénie des dieux. Comment ça va, Anto? Tutto bene. Mais je pensais que tu étais boulanger, donc je suis étonnée de te voir couper des tomates. Et oui, c'est parce que j'adore découvrir plein de choses au-delà du monde de la farine, du pain et de la pizza.
Tu es une sorte de mélange entre le pizzaiolo et le boulanger. Exactement. Ce sont deux univers qui ne font qu'un pour moi. Je suis né avec la pizza et j'ai grandi avec le pain. Mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai appris que tu as été élu meilleur pizzaiolo de l'année en 2020. Ça va te paraître étrange, mais le meilleur pizzaiolo ne va pas te faire de la pizza aujourd'hui. Mais une caprese avec 5 variétés de tomates. Alors, comment je peux t'aider? On va prendre ces tomates et les découper en cubes. La caprese, c'est une salade tomate mozza. Oui, très simple. C'est joli ici, c'est chez toi? Non, ce domaine abrite un projet auquel je participe. Je vais t'expliquer ce que c'est. Mais on va d'abord goûter cette caprese. On fait à la mano. Oui, comme un sandwich. Allez. Ce que j'aime avec tes tomates, c'est qu'on sent qu'elles ont mûri au soleil. Et la mozzarella, elle est vraiment divine. C'est très, très bon. C'est trop gentil. Donc tu disais qu'ici, tu participes à un projet. Oui, c'est un projet qu'on a monté avec plusieurs personnes. Moi, je m'occupe principalement de la transformation des céréales. Certaines personnes s'occupent de l'élevage, de soigner les animaux. D'autres s'occupent de la transformation du lait. L'idée, c'est d'être un exemple, de montrer comment on pourrait vivre du circuit court en créant un modèle économique durable. Maintenant, je vais te montrer que ces produits ne sont pas seulement bons, ils sont aussi authentiques. Viens avec moi. Tout ce dont on a besoin, on le produit sur le domaine. On a 150 hectares de terrain, avec notamment ces oliviers. Je pense que l'idée, la vision de ce lieu qui s'est mise en place avec le temps, c'est de créer un petit monde et qui surtout respecte la nature, avec un mode de culture biologique. En fait, on ne vole rien. On redonne ce que cette terre nous a donné. Tout ce projet a pu se concrétiser grâce à Rino, qui est le propriétaire du domaine. Salut Valé. Je te présente Anto. Salut Anto. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vois qu'il y a des olives. Je vérifie si les olives sont prêtes à être récoltées pour être transformées en huile. Dans quelques jours, nous pourrons commencer la récolte car les olives sont en train de passer du vert au noir. Et donc, elles sont presque prêtes pour la récolte. C'est son huile que j'ai goûtée dans la caprese? Oui, c'est une excellente huile qui vient de la récolte de l'an dernier. Donc on a hâte de découvrir l'huile de cette année. Ah, elle était parfaite. Perfetto. Merci. Et merci aux olives surtout. C'est toi le propriétaire de ce domaine, mais ce que je voudrais surtout savoir, c'est pourquoi c'était important pour toi de faire participer d'autres personnes comme Valentino. Valentino participe car d'abord, il a la passion et c'est un visionnaire, exactement comme tous les autres. Seul, tu ne vas nulle part. Chacun apporte donc ses compétences. Oui, mais c'est aussi une façon de se projeter. Dans cet arbre, toi tu vois de l'huile d'olive. Moi, je vois déjà des taralli, les fameux biscuits salés. C'est ça qui est beau. Rino, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Une autre chose très intéressante est la production de lait. C'est le moment où elle se restaure tranquillement.
Et donc elles mangent la paille de notre récolte. Donc on utilise chaque grain de blé pour produire des pâtes, des pizzas. Mais ensuite tous les déchets, c'est-à-dire la paille, servent à nourrir les bufflonnes. En attendant qu'on puisse la fabriquer directement au domaine, je t'emmène à 5 minutes d'ici, voir comment on fait la mozzarella. C'est ici que la magie opère. Anto, regarde comme c'est beau. Comment vous faites pour que la mozzarella soit soudée à l'extérieur et crémeuse à l'intérieur? La température joue un rôle primordial. On chauffe la mozzarella à 90 degrés. Elle est ensuite essorée et moulée. Quand elle tombe dans cette cuve froide, l'enveloppe externe durcit et l'intérieur reste laiteux. Tu vois le lait dedans? Si tu touches la mozzarella, tu vas sentir la chaleur au milieu. C'est encore un peu chaud. Anto, tu veux essayer de mouler à la main? Ah oui, je veux bien essayer. Par contre, j'ai des petites mains. Tu dois couper net et ne pas tirer. Ok. Tiens Anto, je te fais cadeau de quelques mozzarella di bufala. J'espère que tu vas te régaler. Merci beaucoup. En tout cas, la mozzarella n'a plus de secret pour moi. Merci de m'avoir partagé ton univers et surtout tes secrets de fabrication. Grazie a te. Grazie mille. Quatre foie gras, 4 pâtes Vésuve, 4 agneaux bien cuits et 4 poires et des mignardises. J'aime la précision. C'est important d'être très précis. Même dans ma vie personnelle, je suis méticuleux. Alors dans la cuisine aussi. Domenico Candela est l'un des chefs napolitains les plus réputés. Il a même décroché une étoile au célèbre guide Michelin. Depuis 5 ans, il exerce son art dans ce restaurant gastronomique qui domine la baie de Naples. La cuisine que nous proposons ici est une cuisine de saison, axée sur les racines de la Campanie, mais qui ne se limite pas à ce territoire. Il y a beaucoup d'autres influences, qui viennent notamment de mon expérience en France. Là-bas, j'ai appris la rigueur et la discipline. L'art des sauces et de la cuisson minute. Mais en même temps, j'ai toujours gardé mon côté napolitain, très créatif. Et je cherche à réunir ces deux aspects pour créer ma propre identité. Il y a plein de choses à découvrir et à apprendre avec le chef. C'est un grand professionnel. Il est très dynamique, toujours sur le coup. C'est formidable de travailler avec lui. Domenico est natif de Naples, mais il est parti se former dans plusieurs pays d'Europe pendant une douzaine d'années. Il est ensuite revenu chez lui pour apporter sa touche personnelle à la cuisine locale.
Avant, Naples était considérée uniquement comme une ville de street food, de pizza. Mais aujourd'hui, je constate que la gastronomie a beaucoup changé. Et on a maintenant 5 restaurants étoilés. On peut dire que les Napolitains ont évolué. Ils n'ont pas tourné le dos à la tradition, mais ils sont plus exigeants. Ils réclament une cuisine innovante. Et j'ai toujours gardé dans mon cœur et dans ma mémoire toutes les odeurs et les saveurs de ma ville. Tout l'art de la cuisine napolitaine repose sur des produits locaux excellents. Car ici, on a la chance d'avoir une terre riche en produits vraiment authentiques et savoureux à la fois. Pour élaborer ses plats, Domenico se fournit auprès de petits producteurs locaux qu'il sélectionne avec soin. Ce matin-là, il se rend dans la province du Bénévent pour rendre visite à un éleveur d'agneaux. L'arrière-pays de Naples a su rester rural et on y pratique encore une agriculture familiale de grande qualité. J'ai grandi en ville, dans un quartier populaire de Naples. Mais mes grands-parents étaient des paysans et je venais souvent les voir à la campagne. Ils préparaient des recettes maison avec les produits de la ferme. Alors ces paysages, ça me rappelle de bons souvenirs, les bonnes saveurs de l'enfance. Salut, comment ça va? Bonjour chef, tout va bien. On va voir les bêtes? On y va. La particularité de cette race de moutons, les Laticoda, c'est qu'ils concentrent une grande partie de leur graisse au niveau de la queue. Donc la viande de ces bêtes a une saveur beaucoup plus délicate. Ils n'ont pas ce goût un peu fort qu'on ressent parfois. Domenico a choisi de travailler avec cet éleveur car il exploite une race locale de brebis rustiques menacée de disparition. Il soutient ainsi une filière d'élevage respectueuse de l'animal et de l'environnement. Nous avons 200 bêtes. Et cela représente beaucoup de travail pour toute notre famille. Je suis très fier que la qualité de la viande ait séduit le chef et que ma production se retrouve sur la table d'un grand restaurant. En 2019, quand nous avons obtenu l'étoile Michelin, ce fut le plus beau jour de ma vie. C'était vraiment une grande fierté, parce que cela veut dire que j'ai réussi à apporter quelque chose de différent à la cuisine napolitaine. Il y a maintenant un restaurant gastronomique de plus, et c'est une chose très positive pour tous les habitants de Naples. C'est la fameuse Fiat 500. Eh oui, c'est une Fiat 500. Sans doute la voiture la plus vendue dans le monde. Et celle-là, elle est vraiment ancienne. C'est une des premières que Fiat a construites. En plus, on n'en voit pas beaucoup, très rare. Emilio, on est à Pietraroia, un petit village de montagne pas loin de Naples. Donc toi, tu es né ici. Non. Alors je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi dans ce village. Et quand j'étais avec mes grands-parents, les oncles, les tantes, j'ai vu, j'ai appris comment on faisait les jambons et à quel moment on les pendait pour les faire sécher. J'avais toujours eu envie de le faire moi aussi.
Et finalement, j'ai repris cette activité dans un atelier que je te montrerai plus tard. Et voilà. On est au point de rassemblement, là où il y a du soleil, c'est la grande place. Questa è la piazza principale. E... Buongiorno, ciao. Buongiorno. Tout le monde te connaît ici. Eh sì, mi conosco. Ils me connaissent parce que je suis aussi le médecin du village. Ils sont tous mes patients. Je les connais depuis qu'ils sont tout petits. Li conosco da piccolini. Anto, on va chez Rosa pour qu'elle t'apprenne à faire des karatés. Bonjour. Bonjour, entrez. Anto, ça ce sont les meilleures pâtes de Pietra Roya. Viens avec moi, je vais t'apprendre à les faire. On va aller par là, tiens. Bon, moi j'y vais, on se retrouve tout à l'heure au restaurant, ok? À tout à l'heure. Ciao. Alors aujourd'hui, on va donc faire des karati. On les prépare avec deux sortes de farine, 800 g de farine normale et 200 g de farine de blé dur. On mélange les farines. Est-ce que je peux en avoir un peu? Comme ça, je vais factionner aussi. Bien sûr. Un petit puits au milieu. Comme le Vesuvio? Comme le Vésuve, c'est juste. Et on ajoute 2 œufs. Et un petit peu d'eau froide. Ces pâtes-là, elles ne se font qu'à Pietra Roja. Donc toi, tu fais des pâtes artisanales. Moi, je fais ces pâtes depuis toujours. La recette se transmet de mère en fille et de grand-mère en petite fille. Là, j'ai envie de rajouter un ingrédient un peu spécial que j'ai ramené. C'est une huile rouge qui a un petit goût de brioche et même de chorizo. Ça commence, hein? Tu vois? Bon, ensuite, on prend le rouleau. Et on va arriver au résultat qui nous intéresse. Après avoir étalé la pâte, on découpe des bandelettes, comme ça. Et puis on coupe des rectangles, tu vois. Et voilà le carato. Buongiorno. Ah, la prosciutteria. Ciao Anto. Com'è andata la pasta? Comment ça s'est passé pour les pâtes? C'était bien? Très bien. Bon, après, Rosa a du mal à comprendre que je ne suis pas très douée pour les caretti, donc c'est génial ça. Et oui, ça ce sont nos jambons. Ils arrivent ici après 24 mois d'affinage. Dedans, c'est comme si c'était une grotte. Elle est toute en pierre. Et sous la paille, il n'y a pas de plancher, mais la terre ferme. Ils continuent à s'affiner, ils peuvent rester ici de nombreux mois. Je vais te faire goûter. Ça, c'est ton jambon, le prosciutto. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Si. Et c'est très parfumé. Oui, parce qu'il prend tous les arômes du milieu dans lequel il est conservé. Et c'est du cochon bio. Oui, ce sont des cochons élevés en liberté dans de grands espaces. En plus, ils font dans la bouche. Content que ça te plaise. Et c'est pas trop salé. Ça, j'aime beaucoup. Grazie. Je te montre où ils sont affinés. Suis-moi. Voilà la cuisine de notre restaurant. Notre chef, la cuisinière, et ma femme là-bas. Et c'est dans cette cuisine que tu vas travailler aussi. Ah oui, c'est très, très familial. Très familial. Et puis les femmes en cuisine. Et oui, vive les femmes. Allez, on descend dans les caves. Viens, je te montre le chemin. On descend par ici. Dobbiamo scendere giù. Attenzione alla tête. Ah oui.
Ah, c'est une cave de séchage, c'est ça? Voilà, c'est une de nos caves. Il y en a combien là-dedans? 300. 300. 300. Je t'en prie. Ça, c'est une cave de séchage parce qu'il y a des fenêtres de ce côté-ci et d'autres fenêtres de ce côté-là. L'air peut circuler naturellement. D'accord. Je t'en fais sentir un? C'est pourquoi? C'est pour sentir le degré de maturation à l'intérieur? Pour voir si les arômes n'ont pas bien pris. Et pourquoi certains ont des filets et d'autres n'ont pas de filets? Ceux-là parce qu'ils sont jeunes. Ils ont moins d'1 an, et si les mouches peuvent se poser dessus, on n'a plus qu'à les jeter. Au bout d'1 an, cette croûte se forme, et ils n'ont plus rien à craindre. Et enfin, on les marque pour montrer qu'ils sont contrôlés. Excuse-moi, on les marque au fer rouge. Jambon de Pietraroia. Mesdames et messieurs, bienvenue au Palais Royal de Caserte. Veuillez me suivre. Nous sommes dans l'escalier principal, dont les 116 marches nous mènent au vestibule supérieur. Il est d'une beauté extraordinaire. Le palais de Caserte est l'un des plus grands châteaux du monde. Construit en 1752 pour le roi Charles III de Bourbon, ce palais rivalise avec le château de Versailles en luxe et en gigantisme. Avec 1200 pièces réparties sur 5 niveaux, c'est un chef-d'œuvre baroque dont la construction a duré près d'1 siècle. Nous voilà arrivés dans la pièce la plus représentative du palais. C'est la salle du trône. Elle a été conçue pour refléter le prestige du roi, aussi bien par les dimensions que par sa décoration. Et si on lève les yeux vers le plafond, on prend conscience que chaque élément du décor rappelle la grandeur de la famille royale. Le roi Charles III voulait que son royaume soit moderne, et plutôt que de moderniser Naples, il a décidé de créer une nouvelle capitale. Le choix s'est porté sur Caserte, car elle se trouvait à une distance raisonnable de Naples, à environ 33 km. Et c'était une terre vierge qui se prêtait bien à son objectif. Charles III, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, venait de se voir confier ce nouveau royaume de Naples et de Sicile. Pour marquer les esprits et asseoir son règne, il missionne alors le célèbre architecte italien Luigi Vanvitelli pour lui construire un château hors norme et décoré avec faste. On peut encore admirer la splendeur des lustres en cristal de Murano et la richesse du mobilier entretenu avec soin par les équipes de restaurateurs. Cette œuvre est le trône royal. Il est recouvert de feuilles d'or à 24 carats. Il a été fabriqué par des artisans du royaume. Je suis en train de vérifier si la poussière s'est accumulée et s'il y a des verres à bois. Et ensuite, je vais pouvoir procéder au nettoyage. C'est un vrai privilège de travailler ici. C'est une grosse responsabilité, une mission. Je me sens un peu comme un médecin, mais pour les œuvres d'art. Un palais d'une telle richesse se devait d'avoir un parc à la hauteur du prestige royal. Et là encore, l'architecte Vanvitelli n'a pas fait dans la demi-mesure, avec cette allée rectiligne, longue de plus de 3 km, créant un effet de perspective saisissant.
Sur 120 hectares, le parc du château est jalonné de fontaines et de cascades, décorées de sculptures somptueuses. Et pour couronner le tout, la reine exigea la création d'un jardin à l'anglaise afin de concurrencer Marie-Antoinette et son célèbre jardin du Petit Trianon à Versailles. À l'époque, il y avait une grande compétition entre les souverains européens pour avoir le plus beau palais et les plus beaux jardins. Le climat optimal de notre région a permis d'acclimater des espèces exotiques. Ce jardin a donc été le premier en Europe à accueillir des plantes venues du bout du monde. Sans irrigation, évidemment, cela aurait été impossible. Et il fallait trouver une source. Van Vitelli lui-même a donc parcouru à cheval toute la province et au-delà, à la recherche d'une source pour irriguer les jardins. La source la plus proche était distante de 38 km. Mais cela n'a pas entamé la volonté du roi, qui fit construire un réseau de canalisation avec en point d'orgue cet imposant aqueduc long de 500 mètres et encore en service aujourd'hui. Ces prouesses architecturales et cette folie des grandeurs font de Caserte un palais unique au monde. Va falloir que je passe en cuisine. Si. Ça, c'est notre cuisine. Tu peux te mettre ici pour préparer la recette. Je te laisse travailler. Je reviens après. Merci. Bon, j'ai du pain sur la planche. Donc pour ma recette, je vais faire des tagliatelles à l'huile de noix de palme et ça va être accompagné d'un pesto à la roquette. On aura les tomates de Pienolo qui vont être confites et on aura des chips aussi de parmesan. Donc j'ai opté plutôt sur la simplicité, mais ce sera beaucoup plus travaillé. J'espère surtout que ça va leur plaire. Parce que revisiter un classique italien, et les Italiens sont très durs en cuisine. Ça va? Ça va, merci. Oh, comme, très belle, très jolie, très belle. Merci beaucoup. Tu avais besoin de quelque chose? Je veux bien du prosciutto si possible. Va bene. Merci. Fine, hein? Que ça soit fine. Ça va? Ça va. Tout a posto? Tout va bien. Okay. Merci. Et j'ai des vrais Italiens, quoi. Donc si c'est pas bon. Tenez, madame. Ottimo. Wow. Grazie. Buon appetito. Grazie. Grazie.
Bonjour à tous. Oh, buongiorno. Grazie mille. Grazie. Salute. Buon appetito. Bon, avant de manger, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Ah si. Ce sont des pâtes, donc des tagliatelles, servies avec un pesto de roquette et une sauce tomate qui est faite avec les tomates de Pienolo. Et j'ai essayé d'utiliser le prosciutto de Miglio que j'ai fait en chips et aussi des tuiles de parmesan. Buonissimo. Molto invitante. Bon appétit. Grazie mille. Et j'ai fait les pâtes moi-même. Ah, ho visto le photos. C'était pas facile. Vedo che l'hai fatta fuori con Grazie, un brindisi a tanto. Salute. Grazie mille. Voilà, c'est ici que s'achèvent mes échappées belles dans la baie napolitaine. Je voulais vous dire au revoir ici parce que nous sommes au point culminant de la ville historique, au château Sant'Elmo. J'ai découvert une cuisine napolitaine sur toutes ses facettes. Une cuisine avec des origines antiques, gréco-romaines. Une cuisine qui s'attache à la simplicité mais aussi à la qualité des produits. Une cuisine qui essaye d'évoluer dans le temps bien qu'attachée à ses traditions. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer toutes ces personnes qui, avec leur créativité, font vivre la gastronomie napolitaine dans le pays, mais aussi dans le monde. L'émission est disponible en replay et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles échappées belles. Ciao, arrivederci.